Il est 8h, excellent réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Carlos Ghosn est-il tombé dans un piège? C'est ce qu'avance le Financial Times. Selon le journal britannique, il préparait une fusion entre Renault et Nissan, un projet qui lui valait beaucoup d'ennemis. Quelle réponse apporter aux gilets jaunes? La majorité présidentielle se divise sur le sujet. Reportage dans un instant. Quant aux dorures de l'Elysée, elles ne suffiront pas à amadouer les maires de France. Emmanuel Macron en reçoit 1500 ce soir en son palais, des invités de très mauvaise humeur. Europe 1. C'est un article du Financial Times qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas depuis 48 heures. Nos confrères britanniques affirment que Carlos Ghosn s'apprêtait à mettre en place une fusion irréversible entre Renault et Nissan, un projet qui hérissait le poil des dirigeants japonais. Alors Nicolas Barré, question, Carlos Ghosn a-t-il été piégé ? C'est une hypothèse tout à fait sérieuse en effet. Pourquoi ? Parce que Carlos Ghosn, depuis longtemps, avait le projet de rendre l'alliance irréversible. Il savait que la situation actuelle n'était pas tenable, il fallait figer les choses. Cela devait passer par une fusion en bonne et due forme. Le Financial Times écrit en effet ce matin qu'elle était sur le point d'aboutir dans les mois à venir, mais que les Japonais au plus haut niveau chez Nissan n'en voulaient pas. En fait, il y avait un camp chez Nissan qui cherchait par tous les moyens à faire échouer le plan de Ghosn, plan qui aurait donné à Renault une fois pour toutes des pouvoirs plus importants. Ce projet de fusion irrité au plus haut point le directeur général de Nissan, Saikawa. Il avait sidéré tout le monde il y a quelques mois en disant publiquement qu'il ne voulait pas de fusion. Carlos Ghosn écarté, les Japonais espèrent que le projet l'est aussi. Le bras de fer n'est pas terminé. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Alors cela expliquerait peut-être aussi la prudence du conseil d'administration de Renault. Oui, le conseil a en effet hier soir décidé de maintenir Carlos Ghosn dans ses fonctions de PDG en précisant qu'il était, je cite, temporairement empêché. C'est son bras droit, Thierry Bolloré, qui a été nommé directeur exécutif par intérim. Pendant ce temps-là, à Tokyo, Carlos Ghosn est toujours détenu par la police qui vient d'annoncer une prolongation de sa garde à vue pour au moins 10 jours. Rejoignons tout de suite notre correspondant sur place, Régis Arnaud. Alors Régis, les conditions de détention n'ont rien à voir avec ce que l'on peut connaître en France. Et où est précisément, à l'heure où l'on se parle, Carlos Ghosn ? Alors Carlos Ghosn est actuellement en garde à vue au centre de détention de Kosuge à Tokyo. Pendant 20 jours, il est dans une espèce de tunnel, seul dans une pièce. Il a très très peu de droits. Il n'est pas assisté par son avocat pendant les interrogatoires, mais le juge pourrait accorder qu'il voit un de ses proches. Et dans ce cas, il peut le voir jusqu'à 15 minutes maximum, mais il doit s'exprimer avec ce proche devant un garde en japonais ou alors à l'aide d'un interprète, mais dans des conditions difficiles, afin que le garde comprenne tout ce que ces deux personnes se disent. Le but de cette garde à vue, c'est de l'avoir sous contrôle pendant une période extraordinairement longue, dans des conditions très difficiles, très pénibles, de lui faire perdre tout repère et tout recours vis-à-vis de l'extérieur, pour lui extorquer tout ce qu'ils peuvent avant de le transmettre au juge. Merci à vous, Régis Arnaud, pour ces précisions. Et David, c'est une 5e journée de mobilisation qui commence pour les Gilets jaunes. Oui, et le bilan des 4 précédentes est très lourd. 2 morts, plus de 500 blessés. Le gouvernement a d'ailleurs durci la réponse. Une vingtaine de sites ont été débloqués hier par les forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que samedi prochain, les manifestants n'auraient pas le droit d'approcher la place de la Concorde. Mais dans le même temps, le président de la République, lui, a prôné le dialogue. Y aurait-il 2 discours parallèles face à cette crise? La majorité présidentielle est en réalité divisée, comme le démontre ce reportage à l'Assemblée nationale signé Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Comme s'il y avait autant de solutions que de députés marcheurs face aux gilets jaunes, impossible de renoncer, assure Olivia Grégoire. Pour la députée de Paris, une seule option. Expliquer. Voilà. Je pense sincèrement que modifier ou changer de cap aujourd'hui serait nous condamner. Expliquer sans rien changer, mauvais calcul pour le député de l'Hérault, Patrick Vignal. Je veux bien qu'on dise qu'on écoute et qu'on entend, mais on ne peut pas dire en politique, change pas de cap. On a un vrai débat aujourd'hui entre la France des ronds-points et la France des avenues. Elles sont dos à dos. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas que dans les mois qui arrivent, les citoyens soient face à face. Pour l'heure, personne ne se risque à esquisser de nouvelles mesures concrètes. Il en faudra pourtant, estime Mathieu Orphelin, élu dans le Maine-et-Loire, comme il faudra du dialogue. Je suis sûr qu'on va trouver le meilleur moyen de dialoguer tous ensemble avec les syndicats qui sont demandeurs, avec les assos de consommateurs, avec les élus locaux. Je suis sûr que le gouvernement va se mettre sur cette voie-là. Cela passera peut-être par ce qu'Édouard Philippe appelle des discussions territorialisées. Alors pas plus d'explications sur ce terme pour l'heure.
ce n'est pas encore assez mûr, dit-on dans l'entourage du Premier ministre. Reportage signé Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et sur le terrain, en marge du mouvement des Gilets jaunes, des violences urbaines sont à déplorer depuis 5 jours sur l'île de la Réunion. Le couvre-feu avait été déclaré. Il n'a pas été respecté cette nuit. Dans au moins 2 communes, une 50aine de jeunes a affronté les forces de l'ordre. On dénombre 16 blessés parmi les policiers, dont un grave. 38 personnes ont été interpellées. Si Emmanuel Macron pensait pouvoir avoir une soirée tranquille à l'heure du dîner, ça a raté. Oui, parce qu'il reçoit ce soir à l'Elysée 1500 maires de France, des édiles qui ont beaucoup de reproches à lui formuler. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu parole. Il avait promis de se rendre porte de Versailles devant le Congrès pour leur parler. Et ce détail, de nombreux élus n'arrivent pas à le digérer, comme par exemple Constantin Rodriguez, maire de Chanvoux, dans la Nièvre. Il aurait pu y avoir des échanges avec la salle. C'est ça la démocratie aussi. On se sent humilié par ce gouvernement qui est un gouvernement de technocrates et qui n'écoute pas la base, les élus de terrain qui, eux, connaissent bien la population. Constantin Rodriguez, maire de Chanvoux, au micro européen d'Aurélie Herbemont. Et sur tous ces sujets de l'actualité, nous entendrons à 8h15 Gérald Darmanin, le ministre du Budget, invité d'Audrey Crespo-Mara. Peut-être commentera-t-il aussi la chronique judiciaire de la campagne présidentielle de 2017, puisque La République En Marche fait l'objet d'une enquête préliminaire sur ses comptes de campagne. Le parquet de Paris s'intéresse à 144 000 euros de dons reçus en 2017. Certains contributeurs ont-ils dépassé le plafond légal de 7 500 euros? C'est la question que se posent les enquêteurs. Et puis, cette information Europe 1, les bureaux de tabac vont être autorisés à partir du 1er janvier à vendre des bitcoins, la fameuse monnaie virtuelle. C'est le controversé, c'est vrai. C'est le fruit d'un accord entre la Fédération des buralistes et la Banque de France. Tous les détails sur cette information sur europe1.fr. La suite du journal avec vous, David Doucan, et Theresa May, qui est aujourd'hui à Bruxelles. Oui, et la première ministre britannique veut arracher quelques concessions de dernière minute, mais en face, les pays européens ne veulent rien lâcher ou presque. Rejoignons notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Cette dernière bataille, Isabelle, se focalise sur une question en particulier, c'est celle de la pêche. Et oui, car aujourd'hui, une bonne partie des poissons que nous mangeons sont en réalité british. Les prises dans les eaux territoriales britanniques, c'est 40% de la pêche européenne. De la Bretagne au Pas-de-Calais, les pêcheurs mettent le cap vers la mer du Nord ou vers la mer Celtique. Or, avec le Brexit, Londres va sortir de la politique commune de la pêche. Le Royaume-Uni va récupérer le contrôle exclusif de ces zones de pêche, d'où la très grande inquiétude de la filière hexagonale. En coulisses, la France bat bataille ferme. L'objectif, c'est encore d'arracher d'ici dimanche des garanties, des droits pour les pêcheurs après le divorce, car dimanche, c'est le sommet des 28 dirigeants européens et il va graver dans le marbre l'accord de divorce et aussi les grandes lignes de la future relation avec Londres. Mais Theresa May ne se laisse pas faire, elle doit pouvoir montrer elle aussi qu'elle a gagné sur quelques points. Sur la pêche, la négociation est toujours en cours, les Britanniques s'accrochent, reconnaissait hier soir une source française. Merci à vous Isabelle Horry, vous étiez en direct de Bruxelles pour Europe 1. Nous allons maintenant parler du quotidien de nos aînés. On apprend que les seniors sont de plus en plus nombreux à continuer de travailler après 65 ans, David. Oui, c'est une étude de l'INSEE qui le révèle. Ils sont 3 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans à rester actifs après cet âge. Toutes les précisions avec Olivier Samin. 3% des seniors de 65 ans ou plus continuent à travailler. Ça peut vous sembler marginal, oui, mais il faut savoir que c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et cette progression s'observe surtout chez les, entre guillemets, jeunes seniors, ceux qui ont entre 65 et 69 ans. Près de 7% d'entre eux continuent à travailler. Derrière ces chiffres, il y a des réalités très différentes. Laurence Rioux, qui a piloté l'étude à l'INSEE, distingue 2 profils dominants. D'un côté, surtout des femmes à faible revenu, travaillant à temps partiel, dans les secteurs de l'aide sociale ou du travail domestique. Elles sont plus souvent immigrées et vivent plus souvent seules. En clair, des personnes qui ont eu un parcours heurté et qui courent après les trimestres pour, le moment venu, toucher une retraite à peu près décente. L'autre profil dominant, lui, est complètement à l'opposé. Il s'agit de personnes avec un haut niveau de diplôme, occupant des emplois très qualifiés. Donc ce sont des médecins, des avocats, des professions libérales, des enseignants du supérieur. Et on constate que 3 sur 4 sont des hommes. Parfois, ce sont des seniors qui n'ont pas encore liquidé leur retraite, mais le plus souvent, dans 7 cas sur 10, ce sont des personnes qui ont recommencé à travailler après avoir pris leur retraite.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et concluons ce journal avec un fiasco, celui de Lauryn Hill. Hier soir à Bercy, l'ancienne chanteuse des Fujis est arrivée avec plus de 2h30 de retard. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que le public l'a copieusement sifflé. Elle n'a ensuite chanté que 40 minutes parce que son micro a été brutalement coupé. La salle devait fermer avant minuit. Lauryn Hill doit assurer ce soir une deuxième date à Bercy. Espérons que cela se passe mieux cette fois-ci.